Ce paysage désolé était autrefois habité. Plus d'1 million de personnes y habitaient dans un rayon de 500 km du centre d'essai atomique et ont été exposées aux dangereuses particules radioactives transportées par le vent glacial des steppes. Dušenbaj Kaskarvekov est le maire de Kajnar, une petite ville de 4000 habitants située à quelques kilomètres à peine de la zone d'essai. Il avait 12 ans lorsqu'il vit pour la première fois le spectre du champignon atomique. Je me rappelle bien ces champignons. On les voyait s'élever clairement dans le ciel. Ils étaient de couleur rouge, rouge écarlate. C'était fascinant. À partir de 1951, on regardait directement, tout le temps. On voyait tout, on entendait tout. Saviez-vous ce qui se passait? Connaissiez-vous les conséquences de ces explosions nucléaires? Non, jamais. On ne savait absolument rien. Ils tenaient tout secret en disant seulement qu'ils faisaient des essais importants. Plus tard, lorsque nous avons commencé à travailler, lorsque nous sommes revenus dans notre ville avec nos diplômes, nous avons compris que ces essais étaient nocifs pour la population. Mais lorsque l'on posait des questions, on nous répondait « ce n'est pas du tout dangereux ». Nous avons calculé que votre ville était suffisamment éloignée du centre d'essai, donc vous n'avez rien à craindre. Aujourd'hui, nous savons. Les apprentis sorciers de la fission nucléaire ont testé non seulement l'atome, mais aussi la vie de milliers d'êtres humains innocents. Conséquence, les habitants de cette région orientale du Kazakhstan ont absorbé plus de radiation qu'aucun autre groupe d'habitants de la planète. Leurs enfants souffrent ainsi aujourd'hui des conséquences génétiques d'un système immunitaire déficient. Yelorski Nurgaliev, qui souffre d'un cancer de la peau, est ainsi le seul survivant des 42 témoins oculaires forcés de la première explosion de la bombe H soviétique en 1953. Nous ne savions pas quoi faire. Bien sûr, nous avions peur. Nous étions terrorisés. Nous voulions partir. Mais nous ne pouvions pas dire non. Qu'aurait-il pensé de nous? Restez tranquille, nous disait-il. Et si vous bougez, nous nous chargerons de vous faire taire et de vous calmer. Seriez-vous donc contre l'État? C'est un ordre. Сейчас ситуация болезненна, людей много. Но примерно Le taux de mortalité dans ce village est aujourd'hui anormalement élevé. 8 à 17% de cancer et 6% de leucémie. Pendant ces années, 18 personnes sont mortes de leucémie et 214 du cancer. 39 enfants sont nés handicapés. Et dans tout le district, nous avons 329 cas d'invalidité. 329 cas de personnes souffrant des conséquences de ces explosions atomiques. 329 человек, 320 человек инвалидов по району насчитывает. Il nous avait dit, ne regardez pas. Il va y avoir une explosion et il est interdit de regarder. Mais nous, bien sûr, nous avons regardé du début à la fin. Nous étions jeunes, je ne savais pas ce qui arriverait plus tard. Maintenant, je suis malade car j'ai reçu trop de radiation et mon fils est handicapé à vie. Quand votre fils est-il né? En 1960, il y a déjà 33 ans. Regardez-nous, voyez comment nous vivons et nous souffrons.
À l'époque, beaucoup d'enfants sont devenus malades et beaucoup d'autres sont morts. Ceux qui ont survécu restent assis chez eux, sans bouger, comme mon fils. Beaucoup de gens souffrent, comme moi, de maladies cardiovasculaires. J'aurai bientôt 64 ans. Regardez ce jeune homme à côté de moi. Mon fils, c'est déjà un vieillard, et on ne peut plus rien faire pour lui. Il aurait pu travailler s'il avait été en bonne santé. Mais regardez-le, cela blesse mon âme de le voir comme cela. Bientôt je serai morte. Qui s'occupera alors de lui? Mon cœur saigne. Je ne peux pas le supporter, je ne suis pas la seule. Beaucoup d'autres mères ici sont dans mon cas. Mon âme en souffre. Nous observons que 95% des désordres chromosomiques des gens qui vivent ici sont le résultat d'une mutation récente. Ce qui veut dire que seulement 5% de ces désordres sont vraiment liés à l'hérédité. En d'autres termes, les radiations nucléaires en sont l'un des facteurs principaux. Cela peut très bien être une conséquence de toutes les années d'essais atomiques. Très souvent, nous faisons cette observation chez des enfants nés avec différentes malformations ou bien souffrant de retards physiques et mentaux. D'abord, veuillez excuser le désordre. Nous sommes en train de déménager du 1er au 3e étage. Ces dossiers contiennent toute l'information sur le travail réalisé pendant 32 ans par le département chimique du centre, dans la région de Semipalatinsk, située dans le rayon d'impact des essais nucléaires. Jusqu'à présent, toutes ces informations étaient strictement secrètes et confidentielles, surtout en ce qui concerne le diagnostic précis des maladies aiguës et chroniques dues à la radioactivité. Toutes les maladies que nous découvrons maintenant chez ces gens sont des désordres génétiques et des cancers liés à l'exposition radioactive pendant des années et restés latents jusqu'à présent. La grande majorité des cas pathologiques qui sont au-dessus de la moyenne dans cette région n'ont pas d'autre cause que l'exposition radioactive. Il n'y a rien d'autre dans l'environnement de Semipalatinsk qui puisse expliquer ce taux de mortalité élevé. C'est notamment à partir des informations secrètes contenues dans ces inquiétantes archives que les scientifiques du Kazakhstan ont enfin aujourd'hui commencé à élaborer une législation sur la sécurité nucléaire et une politique d'assainissement de l'environnement. La tâche, cependant, est énorme et difficile dans les circonstances politiques actuelles. Devant la gravité de la situation et surtout son urgence, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, de concert avec l'Agence internationale de l'énergie atomique de Vienne, l'AIEA, ont joint leurs efforts à ceux des autorités locales. Ensemble, ils ont lancé un programme destiné à aider les nouveaux États indépendants, tels que le Kazakhstan, à identifier et à gérer les initiatives de sécurité nucléaire et d'assainissement de l'environnement. Cependant, vu l'ampleur de la tragédie, c'est à la communauté internationale tout entière qu'il appartiendrait de relever ce défi. Victime de l'une des tragédies les plus insidieuses de l'histoire, le peuple du Kazakhstan commence son lent retour de l'enfer. Il reste à espérer que ce drame serve d'exemple à la conscience de l'humanité tout entière.
images qui sont parfois franchement insoutenables. On change de latitude, d'univers et pratiquement de monde. On retrouve maintenant nos amis navigateurs du bateau baptisés Fleurs de l'Empole. Ils sont dans le village Wayana et ils découvrent le quotidien et les traditions de ce peuple fort tranquille. Ils découvrent également l'école Wayana où les cours de gymnastique comprennent notamment des cours de tir à l'arc. 7 heures du matin. Les enfants des villages alentours arrivent au village d'Antekoum après avoir descendu les rapides. Il n'est pas rare qu'ils arrivent à l'école avec leurs cahiers mouillés après s'être retournés dans le passage des seaux. Les jeunes de la Fleur vivent au village depuis maintenant 3 semaines. C'est l'heure de la toilette. Quand j'allais me baigner dans les seaux avec des petites de 6 ans, il y avait quand même quelque chose de fort quoi, entre moi et les enfants qui étaient avec moi. Parce qu'ils étaient accrochés à moi, j'étais accrochée à eux. Et c'est un apport mutuel, quoi. C'est l'amitié entre 2 personnes d'un monde différent, mais du même monde quand même. Et ça, c'est fort pour les deux, je pense. Bon, c'est sûr aussi qu'on leur apporte pas que forcément des bonnes choses. Parce que nous, on arrive dans les familles avec nos sacs, avec des choses qu'eux n'ont pas forcément. Et ça ne fait que les tenter encore plus de partir vers le monde occidental, quoi. Donc on participe un petit peu aussi à cette tentation. À l'école, 2 instituteurs assurent l'enseignement de la maternelle à la 5e. Ceux qui veulent continuer leurs études iront en pension à Maripasoula, plus bas sur le fleuve. Pêche, bon, on va voir comment tu l'écris. Vas-y. Ah, très bien. Alaou et Toumine pêchent dans la rivière. Vous avez mis quoi, les autres? Et ensuite, il y a une faute. 2 fautes. Les 2 premières années d'enseignement se font en Wayana pour aider les enfants à intégrer le système scolaire. Doucement. Et Wataï. Donc doucement, vous lisez. Voilà. Hein? Bon, on va se lever, vous prenez les cibles. Tu prends ton arc, vous prenez les arcs. D'accord. Cours de gymnastique. Le tir à l'arc est toujours très pratiqué, bien que la chasse se fasse maintenant essentiellement au fusil. Alors on va commencer le concours. Je compte 2 points quand la flèche est plantée dedans. 1 point quand elle touche. Et des demi-points si c'est presque ça. Moi personnellement j'ai pas essayé de tirer à l'arc parce que bon c'est chez les Indiens c'est plutôt les garçons qui tirent à l'arc. Moi je restais surtout avec les femmes, je dépeçais le poisson, je râpais le manioc, je faisais le travail de femme quoi. Ouais. Aligné. Bon, 0. De leur côté, les adultes vont travailler en forêt. Le village d'Antekumpata a été créé par André Cogna à la fin des années 60. Ce Français d'origine avait choisi de rejoindre les Amérindiens de la forêt amazonienne pour adopter leur mode de vie. Le village Antekumpata est situé sur un endroit très, très joli, c'est un peu pour ça que j'ai choisi l'endroit. Mais c'est vrai qu'au point de vue terre agricole, on a quelques difficultés. À la mesure où on a des rapides qui sont à côté, puis tout près du village, on a des terres qui sont assez mauvaises au point de vue agricole. Donc on ne peut pas utiliser ou manioc pourri. Alors il faut aller relativement loin, puisque autrefois le village aussi pouvait se déplacer en fonction du terrain. Maintenant, on a un village qui est relativement fixe parce qu'il est important, parce qu'il y a une certaine infrastructure. Alors on est obligé de choisir des terrains agricoles un petit peu de partout et parfois un peu éloignés du village. Depuis, il s'est marié, il a 2 enfants. Ici, le sol est très très pauvre. Toute la richesse, c'est contenu dans la litière. Donc la litière, c'est ça, c'est toutes les feuilles, les branches qui tombent et puis qui vont pourrir. Et alors, ils sont décomposés rapidement. Donc tu vois qu'il n'y en a pas épais quand même. Hein.
Là, on arrive à un endroit où on trouve des grosses graines. Et certaines ne peuvent pas germer si elles n'ont pas été mangées par un animal. Parce que les sucs gastriques, ça va attaquer la coque et lui permettre de se décomposer. Et puis tout de suite après, on arrive aux premières racines. Il y a les insectes. Alors ici, on voit que la terre est riche parce qu'il y a pas mal d'humus. Là, il y a une couche où la terre est assez brune parce qu'elle contient beaucoup de particules organiques. C'est là où on trouve le plus de radicelles. Et puis en dessous, plus on creuse, plus on arrive à un sol de terre très pauvre qui ne contient plus d'éléments fertiles. Et ça explique pourquoi la forêt se détruit très très vite. Si on coupe les plantes, tout ça va être décapé par les pluies en 2-3 ans à toute allure. Et après, il ne restera plus qu'un sol extrêmement pauvre. Dans cet environnement difficile, les hommes du village s'entraident. C'est une des règles de la vie sociale wayana. Là, on est en train d'abattre tous les arbres un peu plus gros. Parce qu'il y a quelques jours, on a abattu tous les buissons. On a bâti, c'est une plantation qui servira pour la production agricole d'une famille. Pour un abattis, il faut tout abattre, ensuite le brûler, de façon à ce que le soleil laisse de la place au soleil, enfin pour le manioc, enfin tout ce qu'on va planter, de pousser. Je veux dire, si on plante dans un sous-bois, ça poussera mal. On coupe, ensuite on laisse sécher et on brûle. Et le brûlis enrichit, donne un certain enrichissement à la terre, et ce qui permet de planter, d'avoir des plantations à peu près normales. Ce travail doit obligatoirement être renouvelé tous les 2 ou 3 ans à cause de la pauvreté des sols et des attaques d'insectes. Autrement, le sol est très vite délavé avec les pluies torrentielles de la saison des pluies. Alors, toute la bonne couche s'en va très vite. Alors, il faut comme ça changer systématiquement. Et normalement, on ne devrait pas reprendre un ancien abattis avant au moins une dizaine d'années. La forêt primaire, c'est l'aboutissement de millions d'années d'évolution. C'est là qu'on a la diversité, qu'on a les espèces susceptibles de donner des nouveaux médicaments, qu'on a tout le patrimoine faune et flore, qu'on peut avoir 400 espèces d'arbres à l'hectare. Et c'est ce genre de forêt qu'il faut protéger. Les peuplades indigènes, c'est un cas particulier. À la limite, eux, ils ont évolué avec, ils sont là. Ça peut leur appartenir dans une certaine mesure. Eux, ils font pas de dégâts. De toute façon, c'est comme les Indiens ici. J'imagine que les dégâts sont tout à fait limités et que si de temps en temps ils abattent un attelle, un singe araignée, c'est pas ça qui met en péril de toute façon les singes araignées. C'est pas eux qui la détruisent. De toute façon, c'est pas les peuples qui vivent depuis longtemps, souvent en équilibre avec. Jusqu'à maintenant, dans la forêt amazonienne, les plus grands dégâts ont été causés par les chercheurs d'or et les éleveurs de bétail. C'est pas parce que c'est vert et que c'est une forêt que ça vaut la peine de protéger. C'est la forêt primaire qu'il faut protéger. Et la différence est subtile quand on ne connaît pas. Gaël et Yann étudient avec Daniela et Vincent la régénération de la forêt primaire. Ici, ils réalisent un transect. Sur cet abattis abandonné il y a 17 ans, ils étudient les espèces qui ont repoussé. Cette forêt secondaire mettra au moins 400 ans avant de redevenir forêt primaire. La plus grande difficulté est de déterminer les espèces prélevées. Gros numéro balèze, tu marques DA 267e, la 260e plante sur ce transect-là qui fait 10 mètres sur 100 mètres. 2 mètres sur 100 mètres. Voilà. Donc je prends une feuille du journal, j'écris DA et le numéro de la plante. Je mets la feuille dedans. En général, par exemple, les plantules, vu qu'ils n'ont ni de fruits ni de fleurs, l'écorce n'est pas encore très bien caractéristique. Ça va être, disons, l'analyse à faire dessus, c'est trouver un nom. D'accord. Les Wayana, ils tirent beaucoup de choses de la nature. Leur nourriture, leur habitat, leur habit. Et ça, je pense qu'ils peuvent le faire encore maintenant parce qu'ils ont su la respecter. C'est-à-dire, ils savent que
si la nature ne la détruise pas, ben, elle peut leur donner tous leurs besoins pour vivre quasiment. Et c'est vrai, moi là où j'habite, à Lyon, donc c'est la ville, les immeubles, les voitures. Je me suis jamais servi de la nature pour quoi que ce soit. Et j'ai jamais su réellement ce qu'elle pouvait m'apporter. On en a encore une là-bas. La première que t'as prise. Ah bon? Bah ouais, à l'entrée du village. C'est bon, mais il y a combien? C'est de 12, 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. Mimisiku, ben, c'est quand même un Wayana qui est resté un peu traditionnel. Il préférait que j'aille avec Kumaya, sa femme, que je fasse le travail des femmes. Il me plaçait plus en tant que femme Wayana que blanche. Après les travaux physiques du matin, l'après-midi est en général consacré à l'artisanat ou aux travaux ménagers. Tout le monde se retrouve à l'ombre du carbet. Mimisiku, par exemple, est spécialisé dans la vannerie. Donc il fait des choses comme ça. Autrement, tous les hommes du village savent se débrouiller pour faire, par exemple, un katuri comme ça, pour transporter le gibier dans la forêt. Des petites choses usuelles comme ça. Mais les vanneries compliquées comme celle-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent faire. Chez les jeunes, ça semble être en perte de vitesse parce que donc déjà il y a la civilisation des Blancs qui arrive. Donc ils savent pas trop se situer, ils savent pas trop à quoi s'intéresser. Les derniers encore à s'intéresser, à pratiquer la vannerie, ils ont environ de 18-19 ans. Mais les garçons de mon âge, ils savent pas faire. Ceux d'entre eux qui ont suivi un enseignement scolaire doivent maintenant trouver un nouveau mode de vie. Si j'en ai l'argent, je préfère pour aller dans une autre ville, par exemple Cayenne, Paris, etc. En fait, tu as envie de voyager? Oui, voyager. Pour acheter des choses. Kuliaman est spécialisé dans la réalisation d'objets symboliques et religieux. Ici, il remet en état la coiffe traditionnelle portée lors des cérémonies d'initiation. Elle est constituée de plumes de nombreux oiseaux et en particulier d'aras, les perroquets multicolores les plus connus.